Bonjour, donc Samuel Froid, je travaille à la Fédération nationale d'agriculture biologique et je vais vous présenter aujourd'hui avec ma collègue Brigitte Bessu les, euh, les principales évolutions réglementaires qu'il faut avoir en tête sur les monogastriques avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation au 1er janvier 2022. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Merci. Donc il faut savoir que quand on parle de révision du règlement européen, c'est un long processus qui a commencé en 2014 et qui est doucement en train de se clôturer. Qui a fait l'objet de nombreux allers-retours entre les États membres, le Parlement et la Commission européenne. Mais ça y est, on a aujourd'hui un nouveau règlement bio. Petite précision, il faut savoir que ce règlement devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Il entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2022. Il a été acté il y a quelques semaines que voilà, cette entrée en vigueur elle est trop poussée, au vu notamment du contexte que tout le monde connaît. Vous pouvez changer la diapo. Quand on parle de règlement, il faut savoir qu'il y a peut-être trois strates, trois échelons réglementaires à avoir en tête. Le premier, c'est le règlement de base. Donc la nouvelle référence, c'est le RUE 2018-848 qui édicte les grands principes qui encadrent l'agriculture biologique. Le deuxième texte à connaître, c'est le RUE 2020-464 qui édicte ce qu'on appelle les règlements d'exécution et règlements délégués. Donc c'est la mise en œuvre de ces grands principes, toujours au niveau européen. Et enfin, vous avez en France un guide de lecture. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet? Le guide de lecture, c'est en fait un outil dont s'est doté l'INAO pour permettre l'interprétation française de la règle quand cela est nécessaire. Et cet outil, il est géré par une instance qui s'appelle le CNAB, le Comité national de l'agriculture biologique. Voilà pour la présentation, juste un cadre global pour parler du règlement. Et je laisse ma collègue Brigitte vous présenter les prochaines diapositives. Bonjour. Oui, on va commencer par les éléments qui sont communs aux productions monogastriques. Donc, pour les différentes thématiques. Donc, en fait, c'est tout d'abord en termes de conversion des parcours, il y a une différence qui va intervenir donc dans la réglementation 2022. La période de conversion des parcours qu'il était possible de réduire à 6 mois jusqu'à présent pour les monogastriques est supprimée. Donc en fait, il reste possible de réduire la période de conversion des parcours de 2 ans à 1 an, comme pour toutes les autres espèces. Évidemment sous conditions qui sont toujours les mêmes, qui sont précisées dans le guide de lecture, notamment les prairies naturelles qui n'ont pas été traitées. Voilà, ça c'est bien encadré. Le lien au sol, je pense que vous l'avez bien en tête déjà. Donc dans le cas des porcs et des volailles, vous le savez jusque-là, au moins 20% des aliments doivent provenir de l'unité de production elle-même, ou si ça n'est pas possible, être produits dans la même région en coopération avec d'autres exploitations biologiques ou des opérateurs du secteur de l'alimentation animale biologique. En l'occurrence, en France, la région a été définie comme étant à l'échelle du territoire national. Donc, c'est de 20% de production d'aliments, elle est portée à 30% à partir du 1er janvier 2022. Toujours sur l'alimentation, on a également la dérogation pour l'introduction de 5% d'aliments conventionnels dans la ration qui prendra fin en 2022, excepté pour les jeunes volailles et les porcs de moins de 35 kg. Donc voilà, cette dérogation restera possible pour ces deux stades-là, mais prendra fin en fin 2025, donc a priori 2026, puisqu'il y a un report d'1 an. Donc pour toutes les dérogations, a priori, ça devrait se décaler d'1 an également. Ce qui veut dire alimentation 100% bio pour tous les autres stades à partir du 1er janvier 2022. Concernant l'utilisation d'aliments en conversion, en lien avec le début de la conversion des animaux, en fait, la part dans la ration d'aliments en C2 achetés à l'extérieur sera réduite à 25% maximum contre 30% aujourd'hui. Il sera toujours possible d'utiliser jusqu'à 100% de la ration en C2 dans le cas de la fabrication d'aliments à la ferme, puisque par définition, ils proviennent de l'exploitation.
concernant la santé, il y aurait aussi a priori une évolution dans la réglementation 2022 qui concerne le délai d'attente. Donc le délai d'attente, c'est le délai entre l'application d'un traitement vétérinaire et la commercialisation des produits. Il serait donc doublé, ce qui est le cas jusqu'à présent encore, et d'au moins 48 heures. Donc là, on attend des précisions sur cette question-là de la part de la Commission européenne, puisque ça signifierait que le délai serait forcément toujours d'au moins 48 heures, y compris lorsqu'il n'est pas précisé ou lorsqu'il est considéré comme égal à 0 dans les traitements allopathiques. Je vais laisser la parole à Samuel pour présenter la nouvelle réglementation en porc. Bon, merci Brigitte. Donc, concernant l'origine des animaux et la conversion, bon, il faut savoir que la règle générale, le grand principe, c'est que les porcs bio naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques. Et qu'il n'est possible en fait d'introduire des porcs non biologiques dans l'exploitation qu'à des fins de reproduction et lorsque des porcs biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant. Il faut donc savoir qu'il n'est jamais possible d'acheter en conventionnel un animal destiné à l'engraissement. Par contre, lorsqu'on constitue un cheptel, des animaux non bio peuvent être introduits sur la ferme du moment que ce sont des reproducteurs et qu'ils sont élevés en bio dès leur chevrage. Ils doivent peser moins de 35 kg au moment où ils sont introduits sur l'exploitation. Lorsqu'on est dans une phase de renouvellement du cheptel, des porcins reproducteurs adultes non bio peuvent être introduits sur l'exploitation. Ils sont ensuite élevés en bio. Il faut savoir donc que les femelles non bio, dans ce cas-là, doivent être nullipares et ne peuvent pas représenter plus de 20% du cheptel porcin adulte. Ensuite, en termes de période de conversion, donc, pour pouvoir être considérés comme bio, les animaux en fait, doivent passer par une période de conversion de 6 mois. Voilà pour la partie animaux. Et puis, comme vous l'a dit Brigitte, sur la période de conversion des parcours, elle est de 1 an sous condition, contre 6 mois jusqu'à présent. On peut passer à la diapositive suivante. Concernant l'alimentation, du coup. Donc, la règle générale, c'est que les porcs bio sont nourris avec des aliments bio. Une partie des aliments peut néanmoins être en conversion ou conventionnelle. Alors, en ce qui concerne la période d'allaitement est de minimum 40 jours à compter de la naissance. L'utilisation d'aliments d'allaitement de remplacement contenant des composants chimiques de synthèse ou des composants d'origine végétale est interdite pendant cette période. Ensuite, en ce qui concerne l'aliment 100% bio, donc faute de disponibilité en bio, il est possible d'utiliser des aliments protéiques non biologiques dans la ration des porcs. Comme vous l'a dit Brigitte, cette dérogation prendra fin a priori fin 2026. Donc, qu'est-ce qui est considéré? Quelle est la liste des aliments considérés comme riches en protéines? Il y a les concentrés protéiques de pois, le gluten de maïs, les protéines de pommes de terre, le soja toasté ou extrudé, les tourteaux d'oléagineux et les insectes vivants. Voilà la liste dérogatoire qui est une liste fermée. Et enfin, comme vous l'a dit Brigitte, au moins 30% des aliments sont produits à la ferme, et si ce n'est pas possible, ces aliments doivent provenir de la région. Voilà en gros pour la partie alimentation. Pour la partie santé, donc la lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d'abord par la mise en place de mesures de prévention. Néanmoins, des traitements vétérinaires peuvent être utilisés dans certaines conditions. Donc, ce qui veut dire que les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques, chimiques de synthèse ou antibiotiques, à condition bien entendu qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'animal et sur la maladie concernée. Si ces mesures, néanmoins, se révèlent inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure, il est possible, sous la responsabilité bien entendu d'un vétérinaire, de recourir à des médicaments allopathiques de synthèse ou à des antibiotiques. Il faut savoir qu'il y a donc une limite de nombre de traitements dans la durée de vie de l'animal et qu'en fait, on peut faire un traitement dans la vie d'un porc charcutier et maximum 3 traitements dans la vie d'une truie ou d'un verra, et que suite à un traitement, il faut repasser par une période de conversion. Voilà sur la partie traitement, sachant que vous avez, comme vous avez dit Brigitte, il y a cette question des 48 heures qui a également évolué. On peut passer à la suite.
En ce qui concerne la conduite des animaux, donc les hormones de synchronisation des chaleurs sont interdites, type régumate. L'insémination artificielle, elle, n'est pas interdite. La coupe des queues et le moulage des dents est interdite. En fait, la seule opération autorisée sur les porcs, c'est en fait la castration qui doit être réalisée avant l'âge de 7 jours. Et elle doit être réalisée avec une anesthésie ou une analgésie suffisante. Donc par dérogation néanmoins, et si pour des raisons anatomiques, la castration doit être pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire. Donc ça, c'est vraiment au-delà de 7 jours et c'est par dérogation. Il faut savoir que quand la castration est réalisée avant 7 jours, elle peut être réalisée par l'éleveur, mais c'est bien une anesthésie et ou une analgésie qui doit permettre de prendre en charge la douleur, sachant que la bombe à froid est considérée comme un traitement analgésique pour la castration des porcs. À ce jour, l'immunocastration est interdite en bio. Un sujet aussi qui évolue là récemment, c'est la notion du bouclage détruit. Donc, le bouclage détruit en France est interdit, mais est possible en fait par dérogation depuis le vote du CNAB du 30 septembre 2020. Donc, c'est tout à fait récent. Et donc le texte sera publié au guide de lecture prochainement. Et donc les éleveurs qui ont besoin peuvent dès à présent boucler leur truie du moment que cela est dûment justifié auprès de l'OC a posteriori. C'est-à-dire que si on se rend compte que, vu le contexte, le fouissement excessif du sol ou les dégâts importants occasionnés au parcours amènent un risque de santé pour les animaux ou un risque sanitaire, il est possible de boucler les porcs élevés en plein air. Donc voilà, ce texte sera publié au guide de lecture prochainement. Et il faut savoir aussi que, bien entendu, quand on boucle les porcs, la pose d'anneau doit se faire en limitant au maximum la douleur de l'animal. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Là, on vous a remis en fait les surfaces intérieures et extérieures pour les animaux. Donc, il y a principalement une modification, c'est qu'il y a l'introduction d'une nouvelle catégorie d'animaux qui concerne les porcs de moins de 35 kg. Et donc, en intérieur, ils doivent disposer de 0,6 m² par tête et en extérieur de 0,4 m² par tête. Donc, ça, je vous laisserai reprendre connaissance de l'intégralité du tableau, mais c'est la principale modification. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Une modification quand même importante, comme Brigitte vous a rappelé, c'est qu'au moins la moitié de la surface extérieure minimale dans les bâtiments est construite en matériaux durs, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être constituée de caillebotis ou de gris. C'est quand même une nouveauté et qui en fait met en avant le système Pike qui est largement présent et qui est majoritaire en France en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est que ça met en avant le système Pike. Ensuite, une modification importante qui a donné lieu à de nombreux débats ces 3-4 dernières années, c'est la découverture des courettes. Donc ça y est, on a une décision. Les aires d'exercice des bâtiments doivent être découvertes d'au moins 5% de la surface minimale qui est présentée juste au-dessus. Ces aires, elles ne sont pas bardées sur les 3 côtés. La hauteur des murs des courettes extérieures doit être limitée à la hauteur strictement nécessaire à la contention des animaux. Que veut dire des couvertures avec 5%? On peut utiliser des ouvertures de type cheminée du moment que l'organisme certificateur peut constater qu'il y a effectivement au moins 5% de découverture. Donc ça, c'est l'aboutissement de négociations assez longues au sein de l'INAO, mais voilà, voilà le résultat. Donc c'est 5% de découverture par rapport à la surface minimale. Et enfin, dernier point, les conditions d'accès à l'extérieur aux différents stades de la vie des animaux. Voilà, il y a eu aussi de nombreuses discussions au sein de l'INAO et on est arrivé à un calendrier de transition en fait pour les bâtiments qui ne seraient pas aux normes, sachant que ce calendrier est fixé pour la plupart des points, sauf pour un point que je vous ai mis en orange. Donc les bâtiments qui n'offrent pas d'accès à l'extérieur aux animaux doivent se mettre en fait aux normes au plus tard le 1er janvier 2021 pour la phase engraissement, au plus tard le 1er janvier 2026 pour la phase post-sevrage et gestation, et au plus tard le 1er janvier 2028 pour la phase maternité. Pour les bâtiments qui n'offrent pas d'accès à l'extérieur, ou en tout cas où il y a une absence d'ouverture plutôt sur les 3 côtés,
d'exercice extérieur, la mise aux normes se fait au plus tard le 1er janvier 2021. Donc on est en train de voir avec les OC pour que le dépôt d'un permis de construire puisse permettre de faire valoir que cette mise aux normes est sur les rails. Et enfin, pour les élevages là du coup c'est beaucoup d'élevages qui ont une couverture totale de la surface extérieure, le délai de mise aux normes c'est le 1er janvier 2023. Un point reste à discuter aujourd'hui, c'est l'espace extérieur trop petit pour le nombre d'animaux accueillis. Donc il y a pour les élevages qui sont dans ce cas-là, l'INAO propose une date et les négociations sont encore en cours. Voilà pour la partie porcine. Alors, on passe aux volailles. Et de la même manière, on va balayer par grande thématique en focalisant sur ce qui évolue dans la réglementation. Donc, tout d'abord, par rapport à l'origine des animaux et la conversion. Comme vous le savez, donc, les éleveurs bio ont une dérogation pour s'approvisionner en poussins non bio. Cette dérogation sera poursuivie, c'est-à-dire qu'il sera toujours possible d'acheter des poussins non bio de moins de 3 jours, mais elle prendra fin, donc a priori c'était fin décembre 2035, ce sera donc très certainement fin décembre 2036. Ça signifie également qu'il est impossible de convertir des volailles conventionnelles de plus de 3 jours. Les périodes de conversion, quant à elles, ne changent pas. Elles restent identiques à celles déjà en vigueur. Pour les pondeuses, c'est 6 semaines. Pour les volailles de chair, c'est 10 semaines, excepté pour les canards de Pékin, c'est ramené à 7 semaines. Concernant les poulettes, c'est là qu'il y a un changement assez important, dont on a aussi beaucoup parlé. Jusqu'à présent, il était possible pour les éleveurs de poules pondeuses bio de s'approvisionner en poulettes non élevées selon le mode de production agriculture biologique, mais avec un certain nombre de conditions, comme l'alimentation bio, un nombre de traitements limité. Et désormais, elles devront être élevées selon un cahier des charges bio. J'y reviendrai tout à l'heure. La conversion des parcours, j'en ai déjà parlé, mais effectivement, elle continue, elle peut être en tout cas réduite à 1 an sous condition. Il est plus possible de la réduire à 6 mois. Une spécificité pour les monogastriques qui était due au fait qu'on partait du principe que le parcours de plein air ne constituait pas une source d'alimentation principale dans l'alimentation des animaux. Voilà, c'était la nuance qui permettait cette distinction par rapport aux ruminants. Concernant l'alimentation, comme je le disais, l'alimentation des poules pondeuses bio devra être bio à 100% à partir du 1er janvier 2022. La dérogation qui permet l'utilisation de 5% de matières protéiques non bio, qui est souvent du gluten de maïs, mais Samuel vous a cité la liste restrictive et très précise donc, de ces matières protéiques qui peuvent être utilisées en conventionnel. C'est la même en poules pondeuses. Et donc cette dérogation ne sera plus valable que pour les jeunes volailles et jusqu'à fin 2026. Quant au lien au sol alimentaire, là encore j'en ai déjà parlé, il est rehaussé à 30%, donc ça veut dire que 30% des aliments doivent être produits sur la ferme ou dans la même région. Actuellement, la définition de région n'est pas encore définie comme auparavant, mais ce sera très certainement le territoire national également. En termes de santé, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la réglementation actuelle. On est toujours sur une gestion de la santé qui doit privilégier la prévention et les méthodes de gestion de la santé alternatives ou complémentaires, c'est-à-dire l'homéopathie, la phytothérapie, les oligoéléments. Les vaccins et les antiparasitaires sont toujours possibles, ils ne sont toujours pas décomptés dans le nombre maximum de traitements allopathiques chimiques de synthèse, qui, eux, doivent être donnés uniquement sur prescription et donc justification vétérinaire et qui sont décomptés. Donc, bon, c'est pareil que pour les porcs et pareil que pour tout autre animal. C'est maximum un traitement allopathique chimique de synthèse par animal à partir du moment où le cycle de vie est inférieur à 1 an, donc ce qui est le cas pour les volailles de chair, et maximum 3 par an par poule pondeuse. Le délai d'attente, j'ai vu passer une question par rapport à ça. Donc en fait, la réglementation, elle est bien plus précise. Donc le nouveau règlement, le règlement 2018-848, il est beaucoup plus précis. Et donc effectivement, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de débats sur cette histoire de doublement du délai d'attente. Là, c'est très clair, c'est indiqué le temps d'attente entre la dernière administration à un animal d'un médicament vétérinaire
allopathiques, chimiques de synthèse, y compris d'un antibiotique, et la production de denrées alimentaires à partir de cet animal est doublée par rapport au délai d'attente légal, visé à l'article 11 de la directive 2001/82/CE, et est fixé au minimum à 48 heures. Donc, ce qu'on comprenait de cette définition, c'est qu'a priori, ça devait justement venir préciser ce que jusqu'à présent, il y avait un flou par rapport au délai spécifié ou non spécifié. Quand le délai spécifié était de plus de 0, le délai d'attente spécifié était tout simplement doublé. Quand le délai n'était pas spécifié, le délai d'attente en bio devait être d'au moins 48 heures. Mais quand le délai spécifié était de 0, on considérait que le délai d'attente en bio devait être donc de 0 aussi, alors que là, il devrait être de 48 heures. Bon, ça reste encore à préciser par la Commission européenne. Ça, c'est l'interprétation qu'on peut en faire actuellement, mais a priori, il va y avoir des précisions et peut-être que cette interprétation n'est pas la bonne. En termes de conduite des animaux maintenant, il n'y a vraiment aucun changement. Il est toujours interdit de plumer les volailles vivantes. Les pointages restent autorisés sur les poussins de moins de 3 jours sans prise en charge de la douleur. Les souches à croissance lente doivent être privilégiées. La liste exhaustive de ces souches est toujours la même également. Et sinon, les âges d'abattage des volailles de chair minimum sont les mêmes, donc 81 jours en poulet par exemple. Concernant le logement des volailles et l'aménagement intérieur des bâtiments, là, il y a quelques changements, puisque jusqu'à présent, les volières, ou ce qu'on appelle les bâtiments à étages, n'étaient pas encadrés du tout, donc ils sont encadrés dans la future réglementation. Ils ne sont pas autorisés en volailles de chair, mais ils sont autorisés donc pour les pondeuses, les poulettes et les parentaux. Ils doivent comporter maximum 3 étages, incluant la surface au sol, et disposer d'un système de récupération des fientes de manière obligatoire. Concernant les vérandas, il est précisé également de quoi il s'agit. Donc, il s'agit bien d'une surface supplémentaire qui ne doit être comptée ni dans la surface minimale intérieure, ni dans la surface minimale extérieure. Donc, en fait, c'est une partie extérieure d'un bâtiment qui est dotée d'un toit, qui n'est pas isolé du reste du climat. Donc, c'est-à-dire que on doit pouvoir vivre le climat extérieur dans cette véranda. Et donc, effectivement, cette surface ne peut pas compter dans la superficie minimum du bâtiment. Il s'agit, voilà, ça ne doit pas jouer sur la densité dans le bâtiment. Concernant les trappes, donc les trappes qui mènent à l'extérieur proprement dit, donc sur le parcours de plein air, ce sont les mêmes que pour celles du bâtiment, donc c'est 4 mètres linéaires pour 100 mètres carrés. Par contre, les trappes qui permettent l'accès de l'intérieur du bâtiment à la surface de la véranda, elles doivent être d'au minimum 2 mètres linéaires pour 100 mètres carrés. En termes de surface des bâtiments, ce qui a principalement évolué, c'est qu'on parle pour les volailles de chair d'une densité par mètre carré de surface utilisable. Donc elle est à 21 kg de poids vif par mètre carré en volaille de chair pour les bâtiments fixes et augmentée à 30 kg de poids vif par mètre carré pour les bâtiments mobiles qui n'excèdent pas une superficie de 150 mètres carrés. Il y a aussi donc des longueurs minimales de perchoir en centimètres par animal ou de plateforme en centimètres carrés par animal, et pour les nids également, qui restent les mêmes, donc 5 cm ou 25 cm² pour les poulets, notamment un peu plus pour les dindes. Et ce sont les mêmes dispositions pour l'aménagement intérieur en bâtiment mobile. Et pour les poules pondeuses, rien n'a changé. On est toujours sur 6 poules par mètre carré à l'intérieur du bâtiment, 18 cm de perchoir, 7 poules par nid. Voilà, ça n'a pas évolué. Il a été du coup précisé par l'INAO tout récemment la correspondance entre cette densité en kilos de poids vif par mètre carré dans le bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, et le nombre d'animaux
par mètre carré. Donc, on est sur 10 poulets au mètre carré dans un bâtiment fixe de plus de 150 mètres carrés, dans un bâtiment fixe, pardon, ou dans un bâtiment mobile de plus de 150 mètres carrés. Et pour les bâtiments mobiles de petite dimension, on est sur 16 poulets au mètre carré. Concernant les surfaces extérieures, donc les parcours de plein air, il y a aussi eu quelques évolutions dans ce règlement, notamment cette obligation d'aménager le parcours avec des aménagements en nombre suffisant et sur l'ensemble du parcours. La taille du parcours fait l'objet aussi d'une obligation. Elle ne doit pas dépasser 150 mètres de rayon, donc entre les trappes de sortie et le fond du parcours. En revanche, il est possible de l'augmenter jusqu'à 350 mètres à partir du moment où il y a plus de 4 abris par hectare. Ça va quand même nécessiter un certain nombre d'adaptations pour certaines exploitations qui ont des parcours particulièrement allongés. Et donc, il y a une période de transition qui est fixée au 1er janvier 2029, donc sans doute 2030, avec le report. Concernant les surfaces de ces espaces de plein air, rien ne change. On est toujours, par exemple, en poulet de chair sur 4 mètres carrés par tête en bâtiment fixe et 2,5 mètres carrés par tête en bâtiment mobile. Voilà, je vous laisse prendre connaissance des autres dimensions. Donc, c'est sur l'ensemble du parcours de plein air. On a par contre, donc, je vous le disais, un cahier des charges spécifique pour les poulettes. Pour rappel, c'est le stade de la poule entre 3 jours et 18 semaines. Donc, pour ce qui est les poulettes, il va y avoir en fait 2 cas de figure qui vont... en fait, on a jusqu'à présent, je vous le disais, pas de cahier des charges bio. Le cahier des charges bio pour les poulettes au niveau français est en cours de validation à l'INAO, de manière à permettre la transition des élevages qui actuellement approvisionnent les éleveurs bio de poules pondeuses, et éviter toute rupture d'approvisionnement, donc leur permettre d'avoir un délai d'adaptation raisonnable pour se conformer aux nouvelles règles. Donc en fait, effectivement, pendant cette période de transition, donc du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030, très certainement, on va avoir 2 cas de figure qui vont cohabiter en France. Les élevages de poulettes qui seront certifiés bio avant le 31 décembre 2021, qui eux respecteront donc le cahier des charges français en cours d'adoption, et qui devront bien entendu se conformer au règlement européen à partir du 1er janvier 2030, et les nouveaux élevages de poulettes qui seront certifiés à partir de la date du 1er janvier 2022, qui évidemment respecteront le cahier des charges européen. Je vous ai mis les différences entre le cahier des charges français et le cahier des charges européen. Donc, essentiellement, il s'agit de la question de l'accès à l'extérieur. Donc, je vous le disais déjà, la mise en application du cahier des charges français, c'est pour toutes les exploitations qui seront certifiées avant l'entrée en vigueur du règlement européen, donc avant le 1er janvier 2022. Toutes les exploitations qui se certifieront à partir de cette date-là devront respecter le cahier des charges européen. La principale différence du coup dans ce cahier des charges réside dans le parcours extérieur, puisque dans le cahier des charges européen, il faut respecter 1 mètre carré par poulette, donc d'espace de plein air. Dans le cahier des charges français, il s'agit d'une surface qui doit être égale à la surface du bâtiment ou au moins d'1 mètre de large sur la longueur du bâtiment. Les densités, les effectifs seront les mêmes. Les densités sont aussi différentes puisque elles sont de 24 kg de poids vif par mètre carré pour le cahier des charges français contre 21 pour le cahier des charges européen. Voilà principalement les évolutions. On peut passer aux règles spécifiques pour les parentaux ou reproducteurs. Donc, il s'agit des reproducteurs qui sont destinés à la production d'œufs à couver, dont seront issues les futures poules pondeuses ou les futurs poulets de chair.
Ce sont finalement des règles qui sont assez équivalentes à celles des poules pondeuses. On a une différence entre les reproducteurs de poules pondeuses et les reproducteurs de volailles de chair, puisque les perchoirs sont obligatoires seulement pour les reproducteurs de pondeuses. Voilà, c'est les mêmes dimensions que pour les poules pondeuses. Et sinon, les densités, 6 oiseaux au mètre carré, 3000 oiseaux maximum par compartiment, un parcours extérieur également à 4 mètres carrés par oiseau, ce sont les mêmes règles pour les pondeuses. On a également des règles spécifiques, donc c'est aussi la grande nouveauté de ce règlement, pour les poulets mâles qui sont issus de souches de ponte. Donc le but, c'est évidemment de trouver une solution alternative au tri et au broyage de ces poulets, de ces poussins mâles issus de souches de ponte. Et là encore, il y a une période de transition. Alors en France, on n'est pas concerné, mais comme il y a certains pays qui ont déjà mis en place des règles d'élevage pour ces poussins mâles, ils auront du coup un délai de transition également. Voilà, il y a densité qui est de 1 mètre carré par oiseau pour les superficies minimales de parcours extérieur et qui sont à 21 kg de poids vif par mètre carré dans le bâtiment, avec un certain nombre de règles, voilà, comme des perchoirs, et les bâtiments à étages sont également autorisés à l'intérieur, de la même manière que pour les poules pondeuses. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci beaucoup Brigitte et Samuel, ça nous a donné un bon éclairage de cette réglementation et c'était intéressant de comparer avec l'ancien. Alors il y a beaucoup de questions, je vais essayer au moins d'en poser 2 pour la volaille et ensuite je reviendrai vers Samuel pour les porcs. La définition de la poulette, tu l'as reprécisé à un moment, Brigitte. Est-ce que tu peux bien redire les discussions qu'il y a à l'INAO? Où est-ce que ça en est? Parce que tu as parlé d'un âge de 3 à 18 semaines et il y a vraiment des questions où est-ce qu'on en est sur cette définition. Et ensuite, il y a des questions sur les poules concernant est-ce qu'il y a une distance minimum entre 2 bâtiments de poules et concernant les bâtiments de volailles, combien un seul bâtiment peut-il contenir de compartiments et comment on définit en compartiment? Et après, je poserai les questions pour les porcs. Je propose qu'on reste aux volailles. Alors, ouais, je vais peut-être te demander de me les redire, là, les dernières, mais alors je me rappelle, donc pour les premières, la définition des poulettes ne change pas, c'est toujours la même. Par contre, je pense qu'il s'agissait peut-être d'une question de précision par rapport à la définition des jeunes volailles pour la dérogation à l'aliment 100% bio, très certainement plutôt, parce que effectivement, cette définition des jeunes volailles est précisée et en cours de discussion. Voilà, donc c'est pas encore clair par rapport à ça. Quel stade exactement sera intégré, aura droit à cette dérogation-là. Ensuite, tu me posais la question par rapport à la séparation des bâtiments d'élevage. Donc, la définition en fait n'a pas vraiment changé. Les seules limites en termes de taille d'élevage, c'est toujours ce nombre de 3000 oiseaux par compartiment en pondeuse. Et il n'y a pas d'obligation à ce que ces compartiments soient séparés par une distance minimale, ni entre les bâtiments. Non, pas dans la réglementation européenne. Très bien, merci Brigitte. Des questions sur les porcs, beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'il y a un maintien de la dérogation sur la coupe des queues? Qu'en est-il pour le comptage des truies qui sont immobilisés? Comment on compte? Est-ce qu'on compte un peu avant le nombre de jours ou un peu avant, un peu après? Déjà ces 2 questions-là, puis je reviendrai sur d'autres après. Ouais, alors, oui, alors à ma connaissance, concernant la dérogation pour la coupe des queues, elle n'est pas remise en cause. Donc, je vais aller vérifier sur le site de l'INAO là en discutant. Pour l'instant, tout est bon. On verra au moment où le nouveau règlement entrera en vigueur, mais à ma connaissance, il n'y a pas de changement. Et concernant la consommation des truies 8 jours cumulés, alors je vais vérifier peut-être auprès de mon collègue qui suit précisément ces questions réglementaires, mais il me semblerait que ce soit à partir du moment où la truie est isolée
Et donc, du coup, elle peut être isolée avant de mettre bas. Mais après, du coup, pour moi, les 8 jours, ça concerne avant et après la mise bas en cumulé. Mais je vais vérifier auprès de mon collègue parce que je préfère vous donner une information certaine. Voilà. Une autre petite question de précision, à tous les niveaux, hein. Est-ce que, dans la mesure où il y a un décalage de l'application en 2022, est-ce que du coup Ouais. tout est bien reporté, y compris la partie d'enlever la couverture sur les bâtiments, les 5%, toutes les règles, tout est reporté à 2022? Non. Non. Alors en fait, je m'excuse. Je pense que j'ai manqué de clarté à ce niveau-là. À force d'être dans les sujets, on oublie qu'on est vraiment dedans et que les gens ne les connaissent pas forcément. Alors en fait, c'est vraiment deux sujets différents. On vous a présenté la nouvelle réglementation 2022 parce que il y a vraiment la notion d'évolution du règlement européen. Mais par contre, pour ce qui est l'accès à l'extérieur des porcins en bio, en fait, on est sur une phase de rattrapage du fait que les élevages porcins en France n'étaient pas dans les clous. Et donc, du coup, ça doit être respecté. Et le calendrier établi ne va pas être repoussé. C'est le calendrier établi qui vaut. Et il n'y aura pas de délai supplémentaire d'1 an. C'est vraiment deux sujets distincts. Il y a la nouvelle réglementation qui est négociée au niveau européen et puis la notion d'accès à l'extérieur qui, elle, a été discutée au niveau franco-français pour rattraper en fait les non-conformités existantes, en gros, dans les élevages français. Voilà, donc non, ce ne sera pas repoussé d'1 an. Ah oui, merci Samuel, c'était une précision importante en effet. Une autre question sur les porcs. En volaille, Brigitte a présenté un nombre des correspondances entre des poids et des nombres d'animaux. Est-ce qu'il y a la même chose en porc? Alors, pour calculer le nombre de porcs qu'on peut mettre par mètre carré, c'est ça? Oui, j'imagine. Pas à ma connaissance, non. D'accord. Je vérifie. En tout cas, merci pour ces précisions. Je vérifie, je pense pas avoir oublié une question. Est-ce qu'il y a une taille maximum d'exploitation en nombre de bâtiments ou animaux? C'est bien pour conclure votre présentation comme question. Pour tous les animaux? La question c'est, est-ce qu'il y a une taille maximale d'exploitation en Oui, nombre oui. de bâtiments ou animaux? Oui, j'imagine pour les deux. On peut répondre pour les deux. Si vous pouvez répondre ou pas à cette question pour les deux. Oui, je vois. Non, il n'y a pas de précision dans la réglementation européenne, de toute façon actuelle déjà, sur ce point-là, et futur non plus. Enfin, en tout cas, ça ne change pas par rapport aux volailles de chair. Il y a une densité, il faudrait que je la reprenne, mais il n'y a pas. J'ai vu passer aussi la question de combien un seul bâtiment peut-il contenir de compartiments et qu'est-ce qui définit un compartiment? C'est c'est un lot, un compartiment, c'est par lot, donc de 3000 oiseaux en poule pondeuse. Mais il n'y a pas de modification par rapport à ça. On pourra réapporter peut-être des précisions par la suite là, sur ce sujet. D'accord. Voilà. Et en porc, il n'y a pas non plus de limite de taille d'élevage. Il y en avait une à l'époque dans le CC-REPA-BEF, mais dans le règlement européen, il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas en 2022. D'accord. Merci beaucoup, Samuel et Brigitte. On passe à Samuel et Antoine Roinsart pour un panorama des travaux en cours sur le bien-être animal en porc.